Engel. Think of You, le podcast de musique à l'image présenté par Antoine Leguerne et Raphaël Fruchard. Bonjour, je suis Raphaël Fruchard et avec Antoine Leguerne dans Think of You, nous parlons de musique à l'image avec des compositeurs, des réalisateurs et des superviseurs musicaux. Aujourd'hui, nous recevons Éric Michon. Bonjour Éric. Bonjour. Salut Éric. Salut. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es, attention, je le cite, c'est spécifiquement ce qui est marqué sur LinkedIn, musique exécutive at Amazon MGN Studio /FR. Donc tu nous expliqueras exactement en détail à quoi ça correspond, parce que c'est un peu compliqué comme titre. Tu as commencé ta carrière relativement longue, on le verra, chez Universal, au marketing dans le label Barclay, où tu t'occupais d'artistes comme Noir Désir, Stéphane Escher et Khaled. C'est d'ailleurs grâce à Khaled que tu connais ta première expérience avec la musique de film en produisant la bande originale du film 1, 2, 3 Soleil de Bertrand Blier. Une expérience qui te donne des envies de supervision et d'indépendance. Et tu crées ta société de supervision qui s'appelle L'Art et la Manière, où tu t'occupes de plusieurs films, notamment Les Silences du Palais ou Poussière de vie, mais également de l'accompagnement et du développement artistique avec Ideal J notamment. Tu nous en diras également plus là-dessus. Tu rejoins ensuite BMG, j'en ai pour 2 heures, je vous le dis tout de suite, où tu prends la tête des services dit créatif, tu nous en raconteras plus là-dessus également. Ensuite, tu retournes chez Universal où tu occupes de 1995 à 2016 le poste, je vais encore citer l'intitulé précis, directeur de la synchro chez Universal Musique, Film et TV. En tant que conseiller superviseur, tu seras impliqué dans la création de bandes-son de films comme Amélie Poulain, Goodbye Lénine, Harry, un ami qui vous veut du bien, Demon Lover, L'Auberge espagnole, Les Poupées russes. La liste est très 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 longue, donc j'invite les gens à aller la regarder parce que je vais pas me la taper dans son intégralité. Tu as bien travaillé. Tu as également été manager ou agent d'artiste, en particulier du duo Loïc Dury, Christophe Minck alias Disco, les compositeurs des bandes-son de Cédric Clapiche, un réalisateur qui a une place très particulière dans ta vie, et tu vas nous expliquer pourquoi. Cette introduction était très très longue, au regard de tout ce que tu as fait, c'est de ta faute, donc tu n'as qu'à t'en plaindre qu'à toi. J'ai peut-être dit des conneries, raconte-moi un peu si j'ai dit pas bien tout, quoi. C'est français ça, c'est pas mal. Tu n'as rien oublié de l'activité dès lors où je suis arrivé à Paris. Par contre, il y a tout un tas de choses qui se sont passées quand j'étais à Lyon. C'est pour ça que tu es là. Et voilà, mais autrement, non, tu as plutôt résumé ce qui s'est déroulé sur de nombreuses années, vu mon grand âge. Eh ben, écoute, c'est parfait que tu évoques justement ce qui s'est passé avant, parce qu'effectivement, en cherchant un peu des choses sur toi sur Internet, et plutôt le profile, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant Paris. Donc justement, on peut commencer par là. Tu peux nous dire un petit peu, donc tu nous as envoyé quelques infos, mais je préfère te laisser dire, toi, un peu comment la musique est entrée dans ta vie. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, la musique rentre dans ta vie, que ce soit par passion ou et après professionnellement, mais dans un premier temps, déjà, qu'est-ce qui s'est passé musicalement ? Moi, j'habitais dans un petit village du Beaujolais, donc dans la périphérie de Lyon, qui encore une fois était un tout petit village, où la présence musicale n'était pas ce qu'il y avait de plus fou, jusqu'au jour où le copain d'un de mes frères arrive à la maison avec une pile de disques dans lequel il y a Fear of Music des Talking Heads, Rectangle de Jacques No, le disque jaune des B-52s, le commercial album des Residents, un album des Clash. C'est ce dont je me rappelle comme ça. Et là, je me mets à écouter ces disques-là et je fais waouh. Ça, c'est bien. C'est fat. Et il s'avère que dans le cadre de mes études, je me retrouve dans un lycée à Villefranche-sur-Saône, capitale haute du Beaujolais, et que là, on est un groupe de potes qui, dans le cadre de la libération des ondes, grâce à François Mitterrand en 81, on décide de créer une radio, que cette radio, elle sera très orientée rock, donc ça va, prolonger mon goût pour cette musique-là. Pour la petite histoire, c'est marrant parce que Villefranche-sur-Saône, c'est la ville d'origine de Benjamin Biolay, et il y a de nombreuses interviews où il cite la radio comme étant un des médias qui l'a fait découvrir le rock anglais. Comment s'appelait cette radio ? H2 Ondes, la radio fluide à l'humour glacial. Voilà la tagline quand même. Rien à voir avec Fluide Glacial. Rien à voir. Non, mais c'est vrai qu'il y avait parmi nous des gens très intéressés par la musique et d'autres très intéressés par la BD. Quand même. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. Ah bah oui, forcément Okay. un petit mélange. Ouais, tout à fait. Un petit hommage en tout cas. Exactement.
Donc là, toi, c'est ça, cette connexion avec la musique, c'est l'amour de la musique et l'envie de partager, d'animer, et pas spécialement, toi, t'étais pas musicien, t'as pas joué d'un instrument, c'est pas cette partie-là. J'ai joué d'un instrument, mais franchement, c'est un anecdotique. Ouais, c'est anecdotique. Okay. Mais j'ai été capable juste d'intégrer un groupe punk, ce qui en dit long sur mon niveau de batterie quand même. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, donc ça a quand même existé. Oui, ça a quand même été important. T'es passé, mais c'est important d'être passé par cette étape-là pour savoir comment ça se passe, comment se construisent les choses et comment vit un groupe, comment vit une aventure humaine dans ce sens, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc là, tu animes une radio, c'est comme... Je suis un des animateurs de la radio, mais t'as dit un truc très juste, c'est vrai qu'il y a un truc de partage, vraiment. Parce qu'à un moment, quand moi, c'est le seul truc qui m'a fait réveiller de bonne humeur à 5h30 du matin pour aller faire la tranche de 7-9 pendant 6 mois, quoi. Qui est une des tranches les plus balèzes. T'aurais pu faire le 6-9, t'as été un peu léger, mais c'est extrêmement violent, effectivement. Mais par contre, t'arrives, c'est vrai que moi qui ai eu la chance de faire un peu de radio aussi, c'est extraordinaire, et c'est une tranche de vie, c'est un moment, t'arrives, surtout des radios associatives ou des radios locales comme ça, t'arrives, tu vas chez toi, tu vas dans la famille, quoi, c'est génial. T'arrives, tu retrouves tes potes et tu grandis avec la musique, c'est génial. Et c'est des moments extraordinaires. Est-ce que vous vous souvenez de ce film avec Christian Slater ? Il crée une radio indépendante. Je crois que ça s'appelle Pump Up the Volume. Est-ce que vous avez vu ce film ? Non, ça me dit rien. Si, c'est Pump Up the Volume, c'est bien ça. C'est ça. Ouais, putain, absolument. Il est fabuleux, ce film. Il est fabuleux. Et moi, film de 90. 90. Et je me souviens de ce film de Christian Slater qui créait une radio indépendante comme ça sur son campus et où il réveillait toute la conscience. C'était pas spécialement politique, mais pareil, il partageait de la musique, il partageait la ferveur et l'enthousiasme d'être jeune. Enfin voilà, il y avait un truc hyper puissant dans ce film. Regarde-le parce que ça pourra te rappeler peut-être tes années de radio comme ça. Mais c'est important, non, mais t'as raison. Hein. Parce que la radio, on l'a montée dans le garage de quelqu'un, forcément, dans au le départ. garage des parents d'un de nos potes. On était tous bien évidemment bénévoles. C'était effectivement une radio associative. Et en 81, tu te dis tiens, je vais pouvoir faire écouter ma musique avec plus de gens, quoi. Tu peux nous expliquer un peu ce process de la libération des radios ? C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir diffuser sur un canal, il y avait un process étatique très compliqué, c'est ça, j'imagine. Et à partir de 81, tu peux occuper un créneau d'onde, si je peux dire, et diffuser librement ton contenu, c'est ça ? Qu'est la bande FM qui plaisait. Qu'est la bande FM ? Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Qui n'est plus les radios périphériques, et qui est vraiment une génération de radios complètement différente. Ouais. Et franchement, oui, on est en 81. Donc, tu vois... Est-ce que tu as été à la grande manif d'énergie, justement, à cette époque-là, pour libérer toutes les radios ? Non, parce que moi, ce background-là, j'y tiens assez d'être quelqu'un de la province, quelqu'un de la campagne. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, peut-être on va parler plus tard d'Idéal J, mais la première fois que je rencontre Idéal J, je leur explique d'où je viens, et que on n'a pas le même background, et qu'à un moment, si on se retrouve, c'est parce qu'on a envie de se retrouver, rien d'autre. Et effectivement, moi, il y a des copains avec lesquels j'ai monté cette radio, plus de 40 ans après, je les vois encore. Ouais. Et je suis content de les voir. Vraiment, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est un vrai truc. Et si je citais tout à l'heure le fait que Benjamin Biolay cite la radio, tu te dis, ça a servi à quelque chose. Mais suffisamment pour quelqu'un comme lui, qui a une visibilité, cite le travail qui a été fait par la radio. Et ce travail de radio, c'est donc ce qui a permis à des jeunes et des gens là-bas de connaître de la musique, d'apprendre de la musique. Mais vous, quel travail vous faisiez pour amener, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas Internet, il n'y a rien, donc pour récupérer des musiques, les trouver, t'es pas à Paris en plus, donc comment vous allez chercher tous les disques que vous passez, comment vous faites tout ça ? C'est ça ce travail qui est intéressant. Et ta culture musicale vient de là, donc comment ça se passe ? Ouais. Alors, il y a 2 choses. C'est à Villefranche-sur-Saône, il y avait un espèce de disquaire, tu vois, genre hyper petit, où on se retrouvait tous après les cours parce que le mec avait toujours des disques incroyables. Et je pense que ce qui me plonge après moi dans le milieu de l'indépendant, de la production indépendante label, c'est déjà ce que je fais avec ce disquaire. Et après avoir connu des premiers disques à travers lui, il y a un autre disquaire qui m'accompagne dans mes études, cette fois-ci à Lyon, un magasin qui n'existe plus, mais qui s'appelait Bruit Bleu, dont le patron était devenu ensuite représentant chez Virgin, donc c'est quelqu'un que j'ai très présent en tête, et qui, je sais, est le mec qui m'a conseillé mes premiers disques ultra indépendants. Je pense à un maxi d'un groupe de New York qui s'appelait Liquid, sur un label qui s'appelait 99 Records. Enfin bon, c'est des trucs ultra pointus.
On a du mal à se rendre compte de l'importance d'un disquaire dans une ville comme ça. C'était pas le premier qu'on invite et qui nous parle de ça, de ce disquaire. Nous, on n'a pas vécu Internet, on n'avait pas l'accès à la musique qu'il y avait aujourd'hui, les plateformes de streaming n'existaient pas. Et j'ai vraiment l'impression que dans chaque ville, c'est les disquaires qui ont fabriqué la culture. Même à Paris, même dans les grandes villes, c'est les disquaires qui ont fabriqué la culture. Et le travail qu'ils ont fait est extraordinaire. D'aller à Londres généralement ou d'aller faire le tour des labels et je ne sais comment. On le voit très bien aussi, les disquaires et les DJ également, parce que du coup, tu allais en soirée. Qu'aller chez les disquaires. Qu'aller du coup chez les disquaires. Mais oui, bien sûr. Et ou par exemple. C'était la source de tout. C'était la source de toutes les influences. Dans la série sur NTM, on le voit très bien. C'est-à-dire que quand il va aux États-Unis pour, je sais plus pour quelle raison d'ailleurs, il y va, mais il revient avec une énorme gifle et avec plein de disques et avec une culture musicale qu'il a envie de partager. Donc effectivement, les DJ et les disquaires, c'était les sources principales pour nous de découverte. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, c'était difficile d'être très ouvert culturellement, parce que déjà, se faire une culture dans un style, donc effectivement le rock ou le hip-hop ou l'électro, c'était déjà un chemin long et assez difficile d'accéder à une culture. Donc moi, par exemple, j'écoutais du hip-hop, donc j'allais chez mon pote qui allait chez son disquaire et on écoutait du hip-hop tous les samedis ensemble. Toi, c'était plutôt le rock indé? Moi, c'était plus le rock indé, ouais. Et c'est marrant parce que, juste te faire un micro-parallèle, parce que par rapport à ce que vous dites, même sur les radios à Paris, on va peut-être en parler après, mais moi, j'ai donc beaucoup travaillé avant d'intégrer Amazon avec un garçon qui s'appelle Loïc Dury. Loïc a été longtemps le directeur des programmes de Radio Nova. Et parmi les nombreuses histoires qu'il m'a racontées avec grand plaisir, il me racontait au début comment Jean-François Bizot lui disait « Ok, je vais te donner de l'argent, tu vas aller à Londres et tu vas ramener des disques. » Et en fait, ce que faisait Loïc, c'est que Jean-François lui donnait de l'argent pour aller acheter des disques, voilà. Sauf qu'il lui prévoyait qu'il fasse le voyage en bateau. Ouais. Et Loïc, en fait, faisait le voyage en bus pour avoir plus d'argent pour acheter plus de disques. C'est extraordinaire, c'est génial. Ouais. Et nous, on aurait tout bu avec Antoine. Mais c'est pas la même période. Oui, c'est ça. Mais pardon, parce que non, je partageais aussi le souvenir des disquaires et des mais franchement, et des DJ. C'est important. Et moi, ça m'a donné le goût de l'indépendant. C'est-à-dire le goût de fouiller les choses. Et c'est comme ça que je me suis mis à lire des fanzines. À l'époque... des fanzines, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment des petits magazines complètement indépendants que des mecs faisaient pour quelques fans. C'est ça. Une tribu, et qui balançaient à droite à gauche comme ils pouvaient. Là, je vais faire vraiment le vieux con. Mais aujourd'hui, les gamins, les jeunes qui n'ont pas connu tout ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour qu'ils arrivent à avoir cette ouverture d'esprit-là? Parce qu'il y a un moyen, tu penses, qu'ils arrivent à voir des choses comme ça. Qu'est-ce que toi, t'aimerais pouvoir véhiculer pour que les gamins arrivent à avoir cette ouverture-là? Je pense qu'il y a un média qui peut peut-être correspondre à la génération d'aujourd'hui versus ce que nous, on avait via ce média fanzine. C'est en l'occurrence celui du podcast. Et que moi, je vois d'assez jeunes gens allez, on va dire, pour faire l'âge, entre 15 et 20 ans, qui génèrent leur propre podcast, où au début, il y a 10 potes qui suivent, et puis un peu plus. Ce qui finalement était ce qui se passait avec les fanzines, parce que comme tu le dis très justement, le fanzine, c'est photocopié à l'époque. Après, il y avait un fanzine qui dominait tout le monde à l'époque, qui était un fanzine américain qui s'appelait Maximum Rock'n'Roll, qui était la bible du punk par excellence, donc du DIY par excellence. Mais en France, on en avait un qui s'appelait Hello Happy Taxpayer, qui était un fanzine de Bordeaux, qui lui était presque plus dans l'expérimental, voilà. Mais en tout état de cause, ça a donné naissance à un certain nombre d'entreprises de fanzines à l'époque. Moi, j'ai travaillé pour un petit fanzine de Pau, qui était très punky, qui s'appelait On n'est pas des sauvages. Et On n'est pas des sauvages a décidé à un moment de se mettre à produire des groupes. Et le premier groupe qu'ils ont produit, c'était un groupe de Pau, toujours, qui s'appelait Single Track. Et pour produire ce groupe, ils se sont associés avec un producteur de cassettes à l'époque, de Saint-Étienne, et j'ai découvert les cassettes, les productions indépendantes et machin. Et c'est un peu cette espèce d'enchaînement incroyable qui m'a amené à la culture indie, quoi. Mais tu l'as cherché forcément. Par exemple, On n'est pas des sauvages, tu sais à combien c'était tiré comme... Je pense qu'on était entre 50 et
et sans au début. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Et tu dis, c'est ça qui m'a amené cette culture. Mais tu vois, quand tu parlais tout à l'heure d'un fanzine très connu à Bordeaux ou je sais plus où, fallait aller les chercher. Des fanzines, le tirage, c'était ça. T'avais pas un fanzine qui était tiré à 1000 exemplaires. Donc, fallait aller le chercher. On t'envoyait pas un mail, t'avais pas la newsletter, parce que ça n'existait pas, qui te disait, il y a le nouveau fanzine qui est sorti. Donc, forcément, c'est quelque chose que tu vas chercher. Pour accéder au fanzine, faut en parler, faut savoir ton disquaire il l'a, etc. Donc, tu as fait cette recherche. C'est une appétence que tu avais. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'on l'avait tous, à partir du moment où on était effectivement, tu vois, impliqués à différents degrés dans la musique, ne serait-ce que l'envie d'en écouter, d'en découvrir. On faisait tous l'effort de faire 15 km pour aller en rave, 15 km pour aller acheter un fanzine, des queues chez le disquaire, etc. Il y avait effectivement cet effort qui n'était pas un effort, mais il y avait une implication qui est là. Après, les gars, faut vraiment qu'on arrête de faire les vieux cons, mais c'est vrai que du coup, quand t'es un vieux con, t'as pas tellement d'autres choix, quoi. Qu'on sent moins aujourd'hui, parce qu'effectivement, les gens s'intéressent à la musique, mais reçoivent tout sur les téléphones, découvrent tout. Donc, mais ce qu'a dit Eric est très bien. Qu'on a moins besoin de faire ce chemin physique et cette implication physique. Mais Eric, je te remercie d'avoir mis ce média en avant. Ma question, je n'avais pas forcément de réponse et je me suis dit, merde, je l'ai mis dans la merde. Mais quand tu dis aujourd'hui le podcast amène ça, t'as parfaitement raison et j'aime à te l'entendre dire parce que c'est ce en quoi on croit pleinement et c'est pour ça qu'on fait ce podcast et d'autres. Mais effectivement, t'as raison et merci de nous avoir montré le chemin. Non, mais du coup, tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'amène donc de cette scène punk indépendante où t'es passionné de musique et déjà de partager cette musique à effectivement ta première expérience professionnelle ou en tout cas, raconte-nous qu'est-ce qui fait que tu quittes la région lyonnaise, tu arrives à Paris et du coup, tu travailles pour la première fois donc chez Barclay, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe? D'abord, je passe un an chez l'ancêtre de Mercury. Ok. Mais avant d'en arriver là, et je vais essayer de le faire bref, c'est le fait de diguer dans cette culture indépendante. À un moment, je dis, bon, je veux produire moi aussi. Donc, je monte un premier label avec des copains, puis un second. Dont le second Contorsion. Excuse-moi, je te coupe encore, mais quand tu dis je monte un label, c'est-à-dire que tu crées vraiment une société, vous faites les choses. Le premier, c'est une association, le deuxième, c'est une société. Et le deuxième, il s'appelle Contorsion, parce qu'on était tous les trois des fans de James Chance and the Contortions. Et une fois qu'on a nos labels, on dit ouais, super, mais on fait comment pour distribuer les disques de manière efficace? Donc on se dit ah putain, il faut qu'on arrive chez les disquaires en ayant une proposition. Mais si on n'a que la proposition de nos quelques sorties sur nos labels, enfin sur notre label, ça va pas le faire. Donc on se dit tiens, on va monter une fédération de labels indépendants en société. Toujours sur la région lyonnaise ? Toujours sur la région lyonnaise. Et on met plein de labels ensemble. Il y en a un qui s'appelle Gouniaf Mouvement, qui est le premier label des Hot Pants, donc le groupe de Manu Chao. Il y en a un à Marseille qui s'appelle Facteur d'Ambiance, qui est le label d'un groupe assez connu encore maintenant qui s'appelle Martin Dupont, dans le genre synthwave de l'époque. Il y a le disquaire de Montpellier, Guy Barral, qui monte un label qui s'appelle Monsieur Vinyle, en commençant par Pascal Comlade. Enfin bon, il y a comme ça plein de labels qui existent. On décide de tous mettre ensemble. On rassemble... une coopérative, comment tu fais? Vous faites quoi? Un collectif? Quand vous faites... Ils te confient leurs disques, tu les amènes? Exactement. Oh, d'accord, ok. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a créé une société de distribution. C'est ça, c'est une distribution. Et en fait, on fédère nos catalogues. C'est pour ça que je parle de fédération. Mais ils les achètent pas, c'est pour ça que voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Et l'histoire, c'est que dans les associés lyonnais, je crois qu'on est 6-7, et on prend chacun notre bagnole. Et c'est parti. Vous étiez répartis les territoires comme ça? Ouais. C'est génial. Ouais, c'est génial. Mais bon, voilà. Et après, tu vas à la Fnac Annecy, tu dis « Bonjour monsieur, tu veux des Martin Dupont, t'en veux combien ?» Ok, d'accord. Ok, papa, je prends la commande. Ok, je vais dans mon coffre et je te les amène. C'est génial. Non, mais c'est génial. C'est génial. Donc, t'as vraiment connu du fanzine à la distrib, toutes les arcanes de la production de disques jusqu'à... Limite, si t'allais pas mettre le disque chez les gens, prenez-vous un verre, je diffuse et vous payez... je vous passerai une bière. T'as tout à fait raison. Et pour répondre à la question d'Antoine, c'est que, bien évidemment, on fait ça, puis au bout d'un moment... comme des cons, nos bagnoles, elles en peuvent plus. Et puis on a 70 000 bornes par mois, ça faisait beaucoup. Et puis on n'a plus d'argent pour fournir. Donc, je sais pas, ça dure, je vais pas dire de conneries, mais ça dure 2 ou 3 ans.
Et il y a la distrib, mais en même temps, il y a la production. Donc là, tu continues d'avoir les mains dans le cambouis, de repérer des artistes que tu as envie de produire, l'enregistrement, payer les studios, le vrai travail de label. Ouais. Okay. Et pour la petite histoire, le batteur de la dernière BO que je viens de faire pour Amazon est le batteur du premier groupe signé sur Contorsion. Magnifique. C'est drôle. Ça, j'adore. Comment il s'appelle, on peut le citer? Mathieu Rabaté. Mathieu Rabaté. Ok. Et en fait, bien évidemment, on arrive au bout, on plante la société. Et là, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Universal, qui s'appelle Polygram, encore, a des bureaux régionaux dans chaque territoire. Et un jour, il y a le garçon de la Fnac Annecy qui me dit « Tu vas recevoir un coup de téléphone de Polygram ». Et en fait, je suis appelé par quelqu'un qui, à l'époque, est directeur du marketing de Mercury, qui me dit « Bon, bah voilà, je cherche un responsable marketing. Il paraît que vous vous démerdez pas mal. Moi, je suis sur des artistes en développement. Est-ce que vous voulez venir faire l'interview, l'entretien à Paris ?» Là où il a pas tort, c'est qu'effectivement, j'imagine que pour vendre tes artistes, de toute façon, quand tu crées ton label, tu fais 40 boulots en même temps. Donc, de la distrib à la production, au marketing, vous deviez forcément en faire. Donc, tu avais, c'est ça. Marketing, c'est un grand mot, mais en tout cas, il faut vendre. Donc, faire de la communication, faire connaître ses artistes. Donc, du coup, je prends le poste. Tu prends le poste et tu quittes la région lyonnaise. Tu es embauché donc chez anciennement Universal au marketing. Ouais. Ok. De Mercury. Mercury, donc. Ouais. Quel est ton poste là-bas à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ça chef de projet. Mon rôle, c'est, une fois que les artistes sortent de studio, fabriquer le disque et l'amener jusqu'à la disponibilité promotionnelle. Après, moi, je travaille pas à la promo parce que je suis pas, pour le coup, attaché de presse. Ah, c'est pas la promo. C'est plus la strat, ce qu'on appelle la strat. C'est la strat. D'accord. Okay. C'est la fab, c'est la strat de lancement. Ok. Et un des premiers disques que je travaille chez eux, c'est un disque des VRP, où les VRP, un des premiers singles qu'on va sortir, c'est Alexandrie et Alexandra, la reprise. Et je me rappelle qu'ils veulent nous faire écouter le mix. On est dans un bar qu'on a privatisé pour écouter le morceau. Et là, ils nous font écouter un morceau, genre, c'est un solo de tronçonneuse, sans déconner. Et là, tout le monde fait une gueule, genre... Il y a un gros malaise. Et les cons, ils nous avaient fait écouter un morceau de la phase B qui s'appelait « Le mystère des voix vulgaires ». Et c'était juste pour nous chauffer, sachant que le mystère des voix vulgaires réel était sur le même label que... Voilà. Et franchement, les VRP, c'est un super souvenir pour moi. Du coup, pour revenir un petit peu, parce qu'effectivement, après ces expériences qui ont marqué ta vie, ta carrière, mais surtout ta vie, si on peut revenir un tout petit peu, après tes débuts, du coup, chez Mercury, où là, pour le coup, t'es pas encore dans la musique à l'image, est-ce que tu peux nous raconter la passerelle, qu'est-ce qui fait que la musique liée à l'image rentre dans ta vie professionnelle? Effectivement, je pars chez Barclay. Chez Barclay, je m'occupe de Stéphane Escher, Noir Désir, Khaled, l'affaire Louis Trio. Et il s'avère qu'un jour, le patron de Barclay de l'époque et moi-même, patron de Barclay de l'époque, il s'appelle Pascal Nègre, et moi-même, on est convoqués chez Gaumont pour un rendez-vous où on ne sait pas ce qui va se passer. Et on y va avec Pascal, et on rentre dans le bureau de Patrice Ledoux, qui est le numéro 2 de la boîte à l'époque. Et on comprend vite qu'à l'intérieur de ce bureau, il y a Bertrand Blier. Et Bertrand Blier nous dit « Je prépare un film qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil et je voudrais que Khaled en fasse la musique. » Donc en fait, ma première expérience, elle vient de là parce que moi, je commence à travailler avec Khaled sur la BO de 1, 2, 3 Soleil parce que Khaled, lui non plus, n'a jamais eu d'expérience de musique à l'image. Et je comprends qu'il y a un métier qui s'appelle superviseur musical, qui est un métier qui est extrêmement répandu en France, aux États-Unis, pardon, mais pas du tout en France. On est en 92. Et là, je me dis, waouh, c'est vachement bien. Je travaille sur 1, 2, 3 Soleil avec Khaled. Excuse-moi, je t'interromps, Eric, mais pourquoi on confie ça à toi? Puisque, a priori, là, t'as pas spécialement d'expertise sur la musique à l'image. Tu as sûrement une expertise sur la musique, parce qu'effectivement, tu as déjà un parcours et tu as déjà une expérience dans la musique, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, en tout cas, là, il y a cette opportunité-là, c'est ça? Ou est-ce que toi, tu as déjà quand même, tu montres une appétence et une culture pour le cinéma et pour la musique à l'image? Qu'est-ce qui fait que, effectivement, tu vois, on te confie les clés du camion à ce moment-là, quoi? Non, j'ai pas, honnêtement, à ce moment-là, j'ai pas cette appétence-là.
encore. Même si je vais rapidement enchaîner sur Rail, mais j'ai vraiment pas cette appétence-là. C'est parce que tu représentes Raled finalement. C'est parce que je représente Raled. C'est ce qu'on appelle un coup de bol. Sans être péjoratif, c'est une opportunité. Ouais. On est obligé dans ces métiers, dans tous les autres métiers, mais dans celui-là particulièrement, d'avoir parfois des moments de chance. Tu travailles bien avec Raled, tu vas là-bas avec Pascal Nègre parce que Blier a envie de travailler avec lui. Ouais. Donc tu es aspiré par ça et c'est là où tu découvres ça et c'est ça qui est génial. C'est que de temps en temps, on a besoin de choses comme ça dans nos carrières et dans nos métiers qui nous sautent à la gueule. Donc tu fais ça et ça te saute à la gueule que t'aimes ça. Ouais, complètement. Et je rajoute un truc qui est assez important, c'est que je pense que Blier, bien évidemment, est suffisamment intelligent pour savoir que on va lui fournir de la musique de Raled comme il en veut, et qu'après lui, savoir comment il va l'utiliser à l'image, il n'a pas besoin de nous. Tu vois, il a cette intelligence. Donc là, il a besoin de producteurs de musique, il n'a pas besoin de superviseur musical. Oui, exactement. Voilà. Il vient pas chercher un input artistique incroyable, mais il vient chercher les contacts de Raled. N'empêche que toi, c'est ce qui permet de connecter ces deux mondes-là, à ce moment-là. Ouais, exactement. Ouais, donc c'est... Et à ce moment-là, je sais pas, je dois être au 2e album de Noirdaise, je suis au 3e album de Stéphane Escher, 2e album de l'affaire Louis Rio, enfin 2e album sur lequel je travaille. Et je dis à Pascal, ça tourne en rond. Tu sais quoi, j'ai vu ce truc-là aux États-Unis, Music Supervisor. Je vais partir, je vais faire ça. Pascal, ça a toujours été quelqu'un de supporter, Pascal. Pas spécialement avec moi. Hein, c'est quelqu'un qui a un rapport. Son caractère, tu veux dire. Ouais. Il est comme ça. Donc, je fais ça. Je me retrouve un peu une main devant, une main derrière à l'extérieur. Et là, je fais C'est combien de temps après ? Tu pars de là-bas ? Je pars de là-bas. Donc, tu colles Tadem, en fait ? Ouais. D'accord. Donc, une main devant, une main derrière, c'est ça. Tu colles Tadem. Des bonnes baloches, quand même, pour dire, OK, parce que tu as une bonne place, tu as un bon poste, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux, mais c'est plus assez. Donc là, tu décides de cutter et de te barrer. C'est ton côté punk, ça. Hein. Je me dis, et c'est maintenant ou jamais, en fait. Clair. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je pense que je me suis jamais vu finir patron de label. J'étais pas dans ce trip-là. Après, je me dis, putain, maintenant, il faut trouver du business. Donc, je fais la tournée des popotes. La seule prod qui m'ouvre sa porte s'appelle Vertigo Productions. À l'époque, elle produit un garçon qui s'appelle Thomas Gilou et un autre qui s'appelle Cédric Clapiche. Et au début, on me dit, OK, on va faire Rail avec Thomas. Est-ce que tu veux être superviseur ? Et c'est quoi ta propale ? Bien évidemment, je leur dis, écoutez les gars, je vous ai démarché pour ça, donc inutile de vous dire que la réponse c'est oui. Et la propale, c'est, moi je pense que ce film Rail, il doit avoir bien évidemment la culture Rail, mais pas que, il doit avoir aussi la culture des populations différentes de la banlieue. Donc, bien évidemment, sur le Rail, on fait ce travail avec Raled. C'est pour ça que Raled, j'ai aussi facilement Raled en featuring sur un morceau. Tu vois, parce que, bon, grosso modo, j'ai prévenu Barclay après, en fait. On va être clair. Tu vois, j'appelle Marc Tonneau à l'époque, je lui dis, c'est fait. On fait comment, tu vois ? Il y avait Raled, il y avait des morceaux de Sheikh Ahmeti, je me rappelle à l'époque. Après, je dis, OK, j'aimerais bien qu'on travaille sur l'aspect hip-hop. Donc là, je travaille avec un jeune groupe de Gennevilliers qui s'appelle Idéalgie. Il y a 2 morceaux d'Idéalgie dans la BO de Rail. Oui, je commence à aller sur les trucs un peu raga. Il y a un groupe qui a totalement commencé sa carrière sur Rail, c'est les Nègres Marrons, avec un morceau qui s'appelle La Monnaie. Monnaie, il faut que je fasse de la monnaie. Ouais. Je me souviens très bien. Et pour la petite histoire, on tourne à Sarcelles. Et là, il y a 3 mômes, parce qu'à l'époque, il y a Jamatic aussi dans les Nègres Marrons. Benji, Jamatic et le 3e, Jackie. Les 3 viennent sur le tournage et ils donnent une cassette. Et comme un con, je mets 3 semaines à l'écouter. Et au bout de 3 semaines, j'écoute et je fais « Waouh, je suis teubé !» Et c'est La Monnaie, qui finira quand même numéro 2 du top single et qu'on enregistre direct après que j'ai réagi. Tu veux dire que la plupart des titres qui sont sur ce film, c'est des titres qui ont été composés que tu as fait composer pour la bande originale. Il n'y a pas de score dans ce film. Il y a 0 score. Tous les titres qu'il y a sont des titres qui ont été spécifiquement composés par ça. Que ce soit les Cheb Mami, les Rachita, les Nègres Marrons, non. Khaled, plus un garçon que j'ai casté sur place qui joue dans le film aussi. Il y a du monde dans la fin. J'imagine que tu es au courant qu'il y a du monde. Il y a Nègres Marrons,
Bellec. Pour une supervision premier coup. en France, déjà, pour un premier essai, t'es sur du lourd, surtout que la supervision en France, comme tu le disais, ça n'existe presque pas. Non, hein. ça n'existe pas du tout. Il y en a 0 à cette époque? Zéro. Oui, il y en a 0. Il y a très exactement Philippe Cohen-Solal qui a monté une division chez Virgin Publishing qui s'appelle Virgin Sound Ok. et qui est le travail de Virgin Publishing pour le cinéma. Mais c'est assez peu C'est pas... ouais. des musiques de films, des compositions de musique de films. C'est surtout un canal de sortie de BOF. Donc, quand même, on peut dire que tu étais le premier superviseur musical en France. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Donc, suite à cette expérience donc ultra positive, Ouais. pour toi et pour le film, je veux dire. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, tu continues et tu te dis, bah, c'est super, c'est ça mon métier maintenant. Je veux faire ça. Ouais. Ouais. Et je fais Les Silences du Palais. Je fais Rail avec Thomas et Vertigo. Je fais un film avec Rachid Bouchareb qui s'appelle Poussière de vie. Je donne 2-3 conseils à Vertigo sur un film qu'ils produisent qui s'appelle Chacun cherche son chat avec Cédric. Et c'est là où tu rencontres Cédric Clapiche? C'est là où je rencontre Cédric. Ok. Bah, du coup, c'est pareil, on peut en parler maintenant parce qu'effectivement, on disait c'est quand même un réalisateur particulier dans ta vie, dans ta carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette personne, de cet homme? Comment tu l'as rencontré? Et puis après, quelles ont été peut-être les grandes étapes, tu vois, que vous avez vécues ensemble? Alors, ça reste quelqu'un d'important parce qu'artistiquement, on se partage des trucs, tu vois. Je le rencontre brièvement sur Chacun cherche son chat. Cédric a un conseiller qui s'appelle Loïc Dury. Parce que Cédric dit, bon, la bande-son de ma life, c'est toi. Parce que j'écoute tout le temps Radio Nova, donc tu vas venir en conseiller sur mes films. Au début, ça commence comme ça. C'est lui qui a été le chercher. Ouais, bien sûr. Ok. C'est le talent de Cédric aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et après chacun... C'est sûr peut-être que Loïc compose sa première bande originale pour Cédric. C'est totalement juste. C'est ça. C'est sur peut-être... et à l'époque, grâce au rapprochement qu'on a eu, Loïc et moi, sur Rail, je dis à Loïc, OK, si tu fais ça, faut que tu puisses travailler sur la musique sans te soucier du reste. Donc, tu vas être dans ton studio, il va y avoir une boîte qui va être la tienne, qui va produire ça. Moi, je vais superviser le truc. Monter des boîtes, ça te fait chier, t'inquiète pas, je te la monte. Il était encore chez Nova aussi à l'époque? Non, il était parti. Parce que je pense qu'il est parti de Nova vers 96-97, si mes souvenirs sont bons, et on est en 98. Et donc, on monte l'infrastructure, je dirais, entrepreneuriale autour de Loïc. Craquette. Voilà. Et c'est la première BO de Loïc avec Cédric, avec un passage assez important qui est à un moment où Cédric dit j'aimerais bien qu'il y ait un concert dans le monde du haut, tu sais, dans Paris enseveli sous le sable, il y a un monde du haut. Cédric a quelques idées, mais Loïc lui dit non, en fait, tu passes d'un siècle à l'autre, il faut un témoin du siècle d'avant. Et Cédric lui dit, c'est qui par exemple? Et Loïc lui dit, c'est Screaming Jay Hawkins. Et Cédric lui dit, ouais, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi, tu vois? Et Loïc se renseigne et il comprend que Screaming Jay Hawkins habite à Levallois. Et pour terminer, le fait que ce morceau qui s'appelle Maybe sera son dernier enregistrement. Parce qu'il est mort en début 2000. Ouais. Et qu'une fois que Screaming Jay vient faire le live sur le plateau, Cédric se retourne vers Loïc et lui dit « Ah, c'est ton idée? Comment tu mettrais les caméras là ?» Il y a eu plein d'anecdotes assez drôles autour de ce truc-là. Mais oui, cette collaboration historique, elle démarre ici. Elle démarre là, était restée au cœur de leur relation sur l'auberge espagnole jusqu'à Salade grecque. Exactement. Hein, c'est ça Ouais. Donc ça inclut, comme tu le dis, ni pour ni contre, l'auberge espagnole, Ma part du gâteau, Paris, les poupées russes. Encore? Non, pas encore, parce qu'encore, c'est que les musiques des ballets d'Ofesh Echter qui sont composées par Ofesh. Mais ça va jusqu'à 2 mois. Oui, toi, t'étais dessus, mais il n'y avait pas, Il n'y avait pas Loïc. Il n'y avait pas Loïc. Ouais, moi, j'étais sur Encore. Non, mais pas sur... Mais c'est vrai que sur Encore, c'était intéressant, parce que effectivement, il fallait négocier avec l'agent d'Ofesh les musiques de ces ballets. Sachant que Ofesh est dans un principe de création qui est vraiment tourné vers sa chorégraphie.
Et quand tu parles avec lui, il se considère pas comme un musicien, il n'est pas dans une mécanique de compositeur. Et il a fallu que je le ramène là-dedans, tu vois, parce qu'on parlait de droits musicaux. C'est une question de gestion. Les droits, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici, mais c'est très complexe, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais comment tu arrives à... Parce que ton métier, il est de trouver la bonne idée, trouver le bon truc, de mettre en relation, mais comment tu convaincs tous ces gens-là de travailler sur ces projets-là? Qu'est-ce que c'est ton truc en plus? Tu sais quoi, parce qu'au Fechter, par exemple, on passe du temps ensemble, encore maintenant, parce que je pense que, encore une fois, quand tu es sur une relation, sur la transparence et la confiance, il n'y a que ça qui dure dans le temps, en fait. Et que je ne vais pas rentrer dans le dessous de comment Ofesh gérait sa musique avant vis-à-vis de ses chorégraphies. Mais en tout état de cause, je lui ai expliqué que c'était inadapté pour une utilisation cinéma. Et ensemble, on a mis au point, ensemble avec Ofesh et la SACEM, on a mis au point un système, tu vois, où Ofesh comprenait ce qui se passait, se savait encadrer, se savait protéger. Et encore une fois, pour répondre à ta question, c'est transparence, quoi, tu vois, vraiment. Mais en fait, c'est plus que transparence. Moi, je partage ce que tu viens de raconter. C'est-à-dire que moi, en tant qu'agent, en tant que superviseur, dans la relation, que ce soit avec les compositeurs ou avec, effectivement, les producteurs ou tous nos interlocuteurs, l'idée, c'est de travailler avec eux et de les faire un petit peu grandir aussi. Enfin, tu vois, voilà, de les accompagner. Mais un accompagnement, ça veut dire, partager des connaissances et ça veut dire structurer leur travail, leur donner une meilleure connaissance du métier et faire en sorte qu'on grandisse ensemble parce que eux, ils nous apportent des choses, donc nous, on leur apporte des choses. Et du coup, cette confiance, ce travail, elle amène de la confiance et de l'intérêt mutuel, quoi. On a des places qui amènent ça en tant que... Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous avez des places qui doivent amener ça. Qui doivent amener ça. C'est, je pense, le travail principal. C'est effectivement de mettre en confiance, de voir quelles sont les problématiques qui vont être liées à un projet et de faire en sorte de les faire complètement disparaître. Vous êtes là pour mettre de l'huile dans les rouages, hein, clairement. Ouais. Au-delà de tout l'aspect artistique, j'entends. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça... Il y a un truc de mise en confiance, mais il y a aussi un truc de respect mutuel. C'est-à-dire que faut qu'on les amène à respecter notre travail parce qu'on leur montre qu'on respecte le leur. Tu n'as jamais travaillé dans la publicité, toi? Non. Pas une fois. Non. C'est important, c'est bien, parce que ça, parfois, c'est très complexe. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, hein, mais c'est parfois très complexe. Le lien de confiance, on a beaucoup de mal parfois à acquérir la confiance des gens pour lesquels on travaille. Parce qu'ils ont une pression, c'est dans des temps très courts, donc tu n'as pas le temps et chaque projet est différent. Même une personne qui va avoir confiance dans ton travail, quand elle va te rappeler, elle est dans un nouveau stress, c'est comme un nouveau-né à chaque fois à son projet. Donc tu ne sais pas comment t'en occuper, tu as toujours peur et tu veux toujours le meilleur. Donc tu es toujours dans le même stress. Et c'est ça qui est très agréable dans des choses au temps long, c'est que tu as le temps de mettre la confiance en place avant de commencer à travailler. Et ça doit être très appréciable. Ouais, c'est appréciable, c'est intéressant aussi, mais en même temps, j'ai envie de te dire, moi, je me vois pas faire différemment. Mais à l'inverse, je sais pas, quand je travaille avec Escher et que on vend 1 200 000 albums de Engelberg, là où il y a Déjeuner en paix, j'apprends à travailler avec la Super Rosta. Et au Fechter, c'est quand même un garçon qui remplit l'Opéra Garnier en une demi-heure avec des places à 150 balles quand même. Je sais, j'arrive jamais à avoir des places pour ce spectacle. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Ouais, absolument. Et c'est une superstar, au fait, pour de vrai. Mais à un moment, si tu dis, OK, je respecte ton travail et je le positionne à sa juste valeur, maintenant, si ça doit et ça peut aller plus loin, il faudrait faire comme ça. Et quand je parlais tout à l'heure de l'implication de la SACEM, c'est parce qu'à un moment, tu peux pas dire à un garçon comme ça, bon, attends, je vais t'amener dans une société d'auteurs, fais-moi confiance, tu vas voir, ça va bien se passer. Surtout qu'il est anglophone. Enfin bon, tu vois, il y a un moment, il a fallu organiser des rendez-vous. Le mettre en confiance. C'est-à-dire tu utilises les bons moyens pour l'amener en confiance et lui montrer que t'es pas un margoulin, que c'est pas Shere Khan ou K, je sais plus lequel des deux, dans le livre de la jungle, il y a des confiance. Non, je vais te montrer pourquoi tu dois avoir confiance. Et la SACEM est bien pour ça. Je suis sur un gros projet où je dois travailler avec l'IRCAM pour donner confiance aux personnes. Parce que si je travaille avec d'autres sociétés, les gens vont dire je ne vais pas avoir confiance. Là, l'IRCAM donne une stature, un côté très officiel qui va rassurer la personne pour aller sur ce genre de projet. C'est ça notre métier. Alors moi, je suis pas superviseur, mais le métier de superviseur musical et le métier de producteur, c'est d'aller chercher les personnes pour faire le projet. Il va falloir donner la confiance aux personnes et donc leur amener la personne en qui il va avoir
obligatoirement confiance. Donc là, en l'occurrence, toi, la SACEM, qui va valider tes propos. Et ce qui montre que cet organisme valide tes propos, il a confiance en toi derrière et tu peux commencer à danser avec lui toutes les danses que tu veux. On a ce rapport-là avec les artistes, en fait, déjà, ça c'est pareil, toi tu l'avais depuis longtemps, c'est-à-dire qu'un artiste, il faut effectivement donc, qu'il ait confiance en toi, lui donner des outils et le faire rencontrer différents partenaires pour produire son disque, pour sortir son disque, pour promouvoir son disque, pour l'accompagner dans une BO de film, etc. Ce rapport avec l'artiste, il est hyper important et c'est ce que tu décrivais, voilà, de lui donner confiance et de lui donner les outils qui vont le faire grandir lui. Donc tout ce que tu viens de nous dire, c'est ça qui nous intéresse et qui est passionnant et c'est pour ça qu'on fait Think of You, c'est pour comprendre pourquoi, d'où tu viens, comment et où tu vas. Le problème avec toi, c'est que tu as un parcours qui est extrêmement large, extrêmement vaste et on va avoir du mal à revenir, à jumper, à aller dans tous les sens parce que c'est très large. Ce qui nous intéresse, on va se cantonner à musique à l'image. Donc tu pars, tu as toutes ces expériences dont on vient de parler, avec Clapiche, avec tous les films que tu fais. Est-ce qu'on peut savoir comment tu es revenu, puisque tu es parti de maison de disque, comment tu es revenu en maison de disque avant d'arriver là où tu es aujourd'hui ? En fait, c'est sur un des films que je supervise, j'ai besoin d'un artiste qui est chez BMG Publishing, qui est une société à l'époque qui existait, qui était la branche éditoriale de BMG, qui n'existe plus sous la même formule maintenant, mais voilà. Je contacte le patron de cette société et donc, en discutant avec ce patron me dit tu veux pas venir t'occuper de la synchro chez moi ? Et je lui dis tu sais quoi, je suis indépendant, personne m'emmerde, je suis très content. Et lui, il me dit mais moi, j'ai pas le temps de t'emmerder, c'est pour ça que je te propose de t'en occuper. Donc on se parle un peu tous les deux pendant quelques mois et je me dis ouais, je suis content de faire mon chemin, de créer ce département avec lui. Il s'avère que de fil en aiguille, je me suis occupé de la synchro, puis d'un certain nombre d'activités comme ce qu'on appelle le song plugging, c'est-à-dire plugger des chansons à des gens qui ne sont que des interprètes. Et finalement, je chapeaute aussi l'artistique. Donc, on va dire que je suis en responsabilité de tous les services artistiques. Mais c'est cool parce que moi, j'avais pas d'expérience de direction artistique. Là, je l'ai au travers de 2 directeurs artistiques, dont un s'appelle Sevan Barsikian, qui après crée My Major Company, et l'autre s'appelle Antoine Datana et vient de prendre un poste, si mes souvenirs sont bons, assez important, puisque c'est maintenant le patron de Sony Publishing, Sony ATV. Exactement. Antoine. Voilà. Mais Antoine commence avec moi. Ok. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment. Tout comme Sevan, d'ailleurs. Cette expérience étant dite, il s'avère que le groupe Bertelsmann décide de mettre sa branche BMG en vente. Le disque BMG Records sera acheté par Sony. La branche éditoriale BMG Publishing sera achetée par Universal Music Company. Dont, entre-temps, le patron est devenu Pascal Nègre. Donc, j'ai quitté quelqu'un qui était patron de Barclay et qui est patron d'Universal. Il n'y a pas de hasard, compte tenu de la carrière de Pascal, c'est pas étonnant. Mais là, je me retrouve à revenir chez Universal avec un département synchro qui existe déjà, mais qui de fait va se retrouver plus important en termes d'activité de par la fusion des 2 catalogues, donc la fusion des 2 équipes, et on me propose de prendre la direction de ce département. Sachant qu'il y avait déjà une équipe en place, mais il n'y a pas d'offense à l'équipe qui était déjà en place. Je pense que les développements que j'avais mis en place auprès du cinéma chez BMG Publishing... De par ton expérience de superviseur musical aussi, où tu avais été vraiment... je pense que c'est ça qui a apporté un peu d'intérêt de la part de Pascal et de Jean-Philippe Allard, c'est important, parce que c'est Jean-Philippe Allard qui me propose ce job à l'époque. Leur envie à ce moment-là, c'est d'avoir une proposition aux artistes qui soit créative. C'est-à-dire que les artistes de Universal Publishing et d'Universal Records se retrouvent aller dans des projets, notamment cinématographiques, où ils n'ont pas été jusqu'à présent. Ce que tu veux dire que c'est pas que recevoir l'entrant des demandes de synchro du catalogue d'Universal, c'est aussi être proactif pour connecter les artistes d'Universal avec le monde du cinéma, de l'image. Ça, c'est important. Ouais, complètement. Et il y a un truc, c'est bien évidemment les droits de synchro assez importants qui existent en pub et que peuvent percevoir les artistes. Ils sont
intéressés par ça, mais ils sont aussi intéressés par une relation avec le cinéma, qui est un objet créatif qui est peut-être plus proche d'eux que la pub. Je dis pas que la pub est pas créative, je dis pas que c'est pas réussi, mais à un moment, faire partie d'un film, c'est pas pareil que faire partie de la BO, être la BO d'une pub. Surtout à cette époque. Surtout à cette époque. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, je pense qu'en me proposant ça, ils ont envie de cette valeur ajoutée créative. Bien sûr. C'est vrai que Olivia Ruiz s'est retrouvée à jouer dans 2 longs métrages à notre initiative, que Nolwenn Leroy a fait des doublages sur un film d'animation d'un conte très celtique dans l'idée, que c'est elle, Le Chant de la Mer, non? Le Chant de la Mer, ouais, exactement. J'ai adoré ce film. Et très triste, mais... Ouais, très triste. T'aimais un film triste de toute façon, toi. J'aime tous les films, mais j'aime les films. J'ai pleuré avec mes fils devant Le Chant de la Mer, absolument. Nolwenn sur ce film, alors là, je savais pas, tu vois que c'était elle. Ok, et il y a même une petite série d'animation dont je me rappelle plus le nom, mais il y a un moment, un personnage qui s'exprime qu'en onomatopée, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est un espèce de foutraque, et le réal me dit, mais comment je peux le doubler, comment je peux le faire s'exprimer? Je dis, moi, à part un beatboxer de hip-hop, je vois pas comment tu peux faire. Et le Sly Johnson du Saiyan Supakro à l'époque a doublé ce personnage. Donc, si tu veux, on sort de la synchro simple, on va jusqu'à dans des compositions de morceaux originaux, comme le fait Ronan Luce sur une série qui s'appelle Linus et Boom. On va sur des scores, on crée des catalogues, enfin, on crée la gestion de catalogues pour des sociétés audiovisuelles. À l'époque, on gère le catalogue de la Marguerite, on gère le catalogue de Moonscoop, qui était la boîte qui produisait Titeuf. Enfin, voilà, on fait un espèce de réseau de trafic autour de l'audiovisuel, autour des artistes d'Universal. Ce qui paraît être presque une évidence, mais qui ne l'était pas. Je veux dire, tu vois, créer de la valeur ajoutée et de la valeur artistique au sein d'un label sur tout ce pan de la musique à l'image, et ça n'existait pas. Et toi, ça te permettait de continuer d'être superviseur musical. En tout cas, du coup, t'exprimais ce savoir-faire-là dans la maison de disques. Et encore une fois, je répète ça, tu ne faisais pas que simplement faire des cotations et donner des accords. C'est sec. J'en faisais plus des cotations. Mais encore une fois, c'était important. Et pareil, parce qu'on évoquait ça tout à l'heure, ça, c'est possible parce que les gens de l'audiovisuel ont confiance en toi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas vers un producteur et tu dis « Olivia Ruiz, vas-y avec elle. Elle a ce talent-là. Nolwenn, elle sera doublée. » Doubler, c'est difficile, en fait. Ouais. Tu sais, en théorie, les gens qui savent utiliser leur voix, donc qui savent chanter, peuvent avoir ça, mais il faut le sentir, il faut aller le proposer, il faut que ce soit accepté. Donc, encore une fois, c'est une mise en danger quand même. Hein. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est une prise de risque. Et donc, super expérience chez Universal. Ensuite, Amazon, tu peux nous en dire un petit peu? Peut-être on peut enchaîner. Bien sûr. Tu veux faire une transition, toi, sur ça? Tu viens de la faire, pourquoi je la referai? Je sais pas. Je t'en prie, vas-y. C'est marrant parce que c'est la même personne, en fait. C'est la même personne. Encore. Parce que je suis chez Universal jusqu'en 2016. Et en 2016, je quitte Universal comme un certain nombre de personnes, dont Pascal, d'ailleurs. Et je me dis, ok, d'accord, je vais retourner à la supervision indépendante. L'indépendance ne te fait pas peur, puisque tu l'as connue. Et, voilà. Et je recommence avec un film de Cédric Clapiche qui s'appelle 2 mois, un deuxième film de Cédric Clapiche qui s'appelle Encore. Et Cédric me parle de cette série qui s'appelle Salade grecque. Et moi, au début, je suis le superviseur de Salade grecque. Pour Cédric. Avant même d'être chez Amazon. C'est comme ça que je rentre chez Amazon. Ok. Et la manière dont se déroulent les originals chez Amazon, les originals, c'est des programmes que Amazon finance et possède à 100%. On a des producteurs qui nous sont associés et qui produisent ces programmes pour nous. Et on a des responsables de la musique, des superviseurs qui sont dédiés sur chacun des projets parce qu'on veut que les interlocuteurs réal, monteur et un interlocuteur au quotidien, ce qui n'est pas forcément mon niveau de disponibilité. Et donc, le superviseur extérieur de Salade grecque pour la prod, qui est ce qui me meut, c'est moi. Et à ce moment-là, j'ai comme interlocutrice une personne qui va prendre la direction de Amazon Studio Musique pour l'Europe et qui, avant de prendre cette responsabilité, me demande si je veux prendre la responsabilité de la France au sein du studio.
Et par conséquent, ça m'intéresse, tu vois, parce que Puis t'as pas peur d'aller dans des grosses turnes, puisque t'as été indé, mais t'as quand même été chez Universal. C'est compliqué, des grosses boîtes comme ça. C'est vrai, c'est compliqué. Là, ça doit être assez énorme, les reports, tout ce bazar. Comment tu vis ça? Est-ce que tu arrives à conserver une créativité? T'es indépendant, tu retournes chez BMG qui deviendra qui se fera racheter par Universal. Tu retrouves ton indépendance pour X raisons, et là, on te dit viens chez Amazon et t'y retournes. T'es pas un peu vicieux quand même au bout d'un moment, parce que c'est Non, parce que il y a quand même un petit truc, c'est que comme c'est arrivé par l'intermédiaire de Cédric, j'ai quand même demandé à Cédric ce qu'il en pensait, parce que je me dis, waouh, le mec, il va dire quelle girouette celui-là. Je l'emmène sur un truc et il se barre. Donc, on en a parlé ensemble, et c'est marrant parce que cette discussion qu'on a eue tous les deux, ça m'a permis de jauger de mon envie ou pas de le faire. Parce que Cédric m'a interrogé là-dessus. Tu vois, il me dit, toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Mais c'était intéressant, encore une fois, d'échanger avec lui. Mais Et t'en pensais quoi? Qu'est-ce que tu attendais de cette expérience que tu n'avais pas vécue et que tu ne pourrais pas vivre en restant indé? Le fait d'être dans un studio avec les moyens et les objectifs d'un studio américain. Parce qu'en fait, je rentre chez Amazon, mais entre-temps, Amazon rachète MGM. Et maintenant, je suis chez Amazon MGM. Dès qu'ils ont appris que tu y allais, ils se sont dit putain, c'est le moment. D'où le nom. On rebondit sur l'intro, d'où le nom Amazon /MGM Studio / tout ça. Et l'importance de ce studio donne des projets avec de la visibilité, avec des moyens et avec et du coup des possibilités artistiques. Exactement. Étendues, en tout cas. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comment ça fonctionne entre les prods originals en France, celles aux États-Unis, MGM Studio? Il y a une obligation de quota qui doit se faire en France, de certain nombre de films qui doivent se faire en France, selon les plateformes. Comment ça se passe? Et raconte-nous comment ça se passe, la prod d'une série, et surtout, particulièrement toi, d'une série ou d'un film. Alors, il n'y a pas de quota. Mais t'as un quota de production obligatoire en France. Les plateformes ont une obligation de production sur le territoire français et de faire bosser un certain nombre de... Alors, ça, c'est un truc dans lequel je suis pas sûr de rentrer parce que je suis pas sûr de donner toutes les informations correctes. Mais tu as certainement des obligations de présence française quand tu fais une production. Par contre, je suis pas sûr que tu aies un nombre de productions obligatoires par an. C'est ça que je veux dire. Mais encore une fois, c'est un truc que je maîtrise pas parce que ça dépend de services juridiques, qui sont pas mon domaine de compétence au quotidien. Mais en tout état de cause, il y a un volume de production qui est fait par territoire chaque année. C'est clair que le territoire américain est le territoire le plus important, sachant qu'aux États-Unis, les équipes Amazon Studio et MGM sont une seule équipe maintenant. Donc, d'où l'appellation Amazon MGM. En fait, je sais pas, quelqu'un qui maintenant produira un nouveau James Bond, il le produira au sein de l'équipe Amazon. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Pour ce qui nous concerne en France, on a plusieurs typologies de production qui sont locales, qui sont à la fois des séries. Salade grecque en était une, mais là, on vient d'en sortir une qui s'appelle Culte, qui a un peu plus de résultats immédiats et qui est en tout cas dans l'actualité en ce moment. On produit des longs métrages, on produit également des programmes qui seront assimilés à du flux. Le plus connu s'appelle LOL. On en parlait avec Raphaël en préparant un peu ce podcast. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, ça. Que ce soit ou les talent shows. Alors comment t'appelles ça, toi, justement? C'est Non, parce que LOL n'est pas un talent show. Alors c'est ça. En fait, ce dont on parlait, pour être très très précis, tu as de plus en plus de jeux qui se font comme Loup-Garou, comme LOL, pour moi, c'est un jeu. C'est une espèce de jeu. Et t'en as de plus en plus. Et on a l'impression que c'est un peu la nouvelle génération des téléréalités et que c'est de plus en plus. Je les ai plus en tête là. Il m'échappe, mais il y a les traîtres, il y a les loups-garous, il y a le maître du jeu sur TF1, chez vous, il y a voilà. Qu'est-ce que tu penses de toute cette arrivée et quelle va être la place de la musique là-dedans? Parce que notamment dans LOL... Dans LOL, c'est une douleur. Bah oui. Parce que quand t'as genre la carte Joker de la saison 3, le Raphaël Pin qui dit je vais faire ma carte Joker et je vais vous faire mon pot de départ dans mon auto-école, et qu'à la fin, il y a le vrai Georges Alain, comme le dit Jonathan Cohen, qui vient chanter Paris Latino, on n'a pas les droits a priori. Ouais. Donc tout le travail sur LOL est un travail a posteriori, avec... pompier. Oui et non. Non, mais comme tu dis, en bonne intelligence. Non, parce que... mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, il est dessus, ça a été tourné, c'est du live. C'est pas du problème de flux. Amazon, on le sait, doit
tout clearé, il n'y a pas un truc qui doit déborder. Ouais, c'est juste. Et ça, Je confirme. alors, Antoine le confirme parce qu'il a travaillé avec toi sur la clearance de Squeezie, merci Internet. C'était la même problématique. Il y avait des images qui devaient être là, des musiques qui devaient être là, qui n'avaient pas le choix. Et il faut les clearer, il faut se démerder. Donc, alors ça, t'as une souffrance, mais moi je parlais plus du côté artistique. Là, c'est de la c'est horrible ce que je dis, de la vulgaire clearance, mais tu n'as plus d'apport artistique là-dessus. Sur un truc comme LOL, toi, Sur LOL, non. Sur LOL, non, mais par contre, et là, tu as raison, sur les programmes de jeu, nous, avant, on en avait un qui s'appelait Celebrity Hunted, qui n'existe plus, mais qui était aussi un jeu, qui était une course-poursuite avec des célébrités. Ouais. À l'inverse, j'ai évoqué tout à l'heure les talent shows. Nous, on en a 2. Il y en a un qui s'appelle Popstar, en l'occurrence, et un autre sur lequel on est en train de travailler une saison 2 qui s'appelle Comedy Class. Popstar est, comme chacun sait, un talent show de musique et... Comedy Class de stand-up. De stand-up, exactement, merci. La place de la musique dans Popstar, bien évidemment, a été importante. Elle a fait l'objet de négociations préalables longues, grâce à l'intelligence d'éditeurs qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. Mais quand je dis accepter, c'est on a discuté, on a trouvé une solution ensemble, a priori, non pas a posteriori. Comme ton expérience en maison de disque t'aide énormément sur ce genre de deal, j'imagine. Savoir comment ils procèdent, comment ils pensent. Oui. Je pense que ça facilite les trucs. Ah bah, personnellement, je pense que c'est indispensable. Ça facilite, et puis bien sûr, ça facilite les échanges quand on connaît les gens et qu'on connaît leurs problématiques, ouais, bien sûr. Et toi, du coup, après, ça fait 2 ans que tu es chez Amazon, là, c'est ça ? 3, ça aide. Bientôt. Depuis 3 ans que tu es chez Amazon, ça te plaît, le challenge est toujours là, sur les différentes problématiques musique que tu nous as expliquées, ou le programme, film, série. Alors, déjà, je finis sur un truc, parce qu'effectivement, vous avez été assez proche, toi, Antoine, d'un autre pan de notre activité, qui est le documentaire. Le premier documentaire sur lequel moi j'ai commencé, qui était la 2e saison, entre guillemets, de Orelsan. Et après Orelsan, on a fait un autre documentaire sur Squeezie, merci Internet. Tu as travaillé largement dessus. Mais ces documentaires, c'est important, non pas pour la réussite qu'ils ont pu avoir tous les deux, mais pour ce que ça expose au public et tout ça. Donc, je trouve ça assez intéressant. Pour répondre à ta question, le challenge maintenant, ouais, je trouve ça assez challengeant, parce que comme tu le disais un peu plus tôt dans la discussion, on a une ambition artistique importante. On a une ambition artistique tant de par les sujets, de par les réalisateurs, et donc de fait de par la musique. Le prochain film qui sort de Mélanie Laurent, c'est un film où la musique originale est faite par Sébastien Tellier. Je pense que c'est une première que Sébastien Tellier travaille avec un studio comme nous. Le film de Mélanie le justifie pleinement. C'est un choix qu'elle a l'idée et qu'elle a su mener jusqu'au bout, elle et son équipe de montage. Et je trouve que le résultat est super. On s'est parlé un peu off the records ensemble de la musique de la série culte, les années Love Story, enfin en tout cas l'arrière-boutique du Love Story. C'est déjà une arrière-boutique en soi, là. Ouais, déjà. Le cas échéant, quand on va vers Rob, qui est effectivement plus associé à Rebecca Zlotowski, au Bureau des légendes, tu lui dis, tiens, je vais faire une série sur le Loft. Je me suis posé la question de comment il allait recevoir le projet. Après, on l'a abordé différemment, déjà en lui transmettant le scénar, en le faisant rencontrer le réal, qui est quelqu'un de très talentueux. Et au final, c'est assez jouissif qu'il accepte, parce que lui, il apporte un truc c'est la question que je te posais tout à l'heure, en disant comment tu arrives à convaincre ces gens-là. C'est ça tout le talent de quand t'es producteur, de quand t'es superviseur musical, d'arriver à fédérer des gens pour aller sur un projet. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que t'es arrivé à ton job de rêve chez Amazon, où tu peux mettre en pratique ton côté supervision musicale, où tu... pardon le mot, subissais les demandes. Là, tu es à la genèse. Enfin, c'est pas toi qui écris les scénars, mais tu es au moment où, avant que la production soit lancée, tu te poses à la table avec les gens, avec les showrunners, avec toutes ces personnes-là, et tu dis, voilà, moi je pense qu'il faut aller comme ci, il faut aller comme ça. Est-ce que c'est pas, objectivement, un peu un boulot de rêve ? T'es pas prod, donc t'as pas à te faire chier à développer le projet, à le vendre. Tu n'es pas en maison disque, elle doit dire putain, faut que j'aille plutôt que sinon lui va me piquer le boulot. Est-ce que c'est pas un peu un boulot de rêve que t'as là ? Je pense J'ai que oublié enfoiré à la fin de ma phrase. Non, honnêtement, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté, ouais.
parce qu'encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est une position que j'ai jamais eue, mais c'est une position assez unique. Et après, ça me met un petit coup de pression, parce que quand moi je dis, je sais pas, quand je dis à Jérémy Guez, qui est le réalisateur de BRI et qui sort un film chez nous le 22 novembre, quand je lui dis, écoute, j'aimerais bien qu'on travaille avec ces mecs-là sur la musique, en l'occurrence le compositeur d'un groupe qui s'appelle Liminianas, qui a fait quelques musiques de films, mais bon, c'est pas gagné, sachant que Jérémy fait un film de mauvais garçon, on va dire. Je suis ravi d'avoir un réalisateur qui soit aussi ouvert à la discussion, qui me dit qu'il n'a pas envie d'aller sur une caricature de BOF de film de mauvais garçon. Et au final, on l'a fait ensemble, cette BO, avec Lionel Liminianas et David Menke, et c'est vachement bien. La pression, de toute façon, oui, c'est sûr qu'on imagine bien que tu l'as, puisque il faut être créatif, il faut trouver des solutions. Oui, quand je disais boulot de rêve, c'est pas planque, hein, loin de là. Tu peux, voilà, bien. Bien sûr. Parce que la pression est là, parce que c'est vrai qu'il y a une pression créative sur l'ensemble des plateformes, et tant mieux, ça bouscule un peu l'écosystème quand même de la production audiovisuelle en France. Hein. C'est vrai, que ce soit Amazon ou les autres. Et du coup, que ce soit sur les programmes eux-mêmes et par extension sur la musique, il y a quand même effectivement beaucoup de créativité, donc il faut à la fois proposer des choses, il faut faire bouger. Vous faites bouger les choses, mais à la fois, quand tu fais bouger les choses, tu peux te planter sérieusement aussi. En tout cas, voilà, il y a toujours ce risque de, effectivement, quand tu sors un peu des sentiers, de se planter. Donc, c'est... Faut être assez sûr de ton... Enfin, comment dire ? Faut être assez sûr de ton coup. Moi, c'est un truc, j'ai essayé tout le temps de me dire, dès que tu as une conviction, lâche pas l'affaire. Et c'est marrant parce que Lionel Liminianas, il m'est présenté il y a quelques années et je me dis, putain, ce mec-là, c'est un rock assez nerveux, très indie pour le coup. Je me dis, il y a un truc qui bon, mis à part le fait que le mec est hyper bon esprit, mais il y a un truc qui me gratte quelque part, tu vois ce que je veux dire. Il y a autre chose derrière que le rock nerveux, il y a un deuxième niveau de lecture. Et après, effectivement, quand j'en parle à Jérémy, qui n'a jamais travaillé avec lui, j'ai intérêt à être sûr de mon coup, parce que c'est ma première relation avec ce réal. Et on en a reparlé après. Je pense qu'au début, Jérémy me regardait en me disant, bon... il m'ennuie, l'exec. On voit pas les petits coups d'œil, mais là, il y avait des petits coups d'œil. Mais tu vois ce que je veux dire. Parce que la casquette de, effectivement, musique exécutive d'Amazon, les mecs, ils peuvent prendre ça de manière un peu agressive, quoi. Pourquoi ? Tu vois, pourquoi lui est là ? Pourquoi je dois parler à ce mec-là ? Pourquoi je dois justifier mon choix ? C'est là où tu es obligé de mettre en avant toute ton expérience et ton passif, et ton passé plutôt que ton passif. Et si, entre guillemets, ton idée, elle est bonne et qu'elle match, c'est super. Mais par contre, si ça se plante, effectivement, c'est toi qui es under the gun, et ce réal peut vraiment, pour le coup, la confiance, elle est... c'est one time, last time. Et là, c'est pas ça, voilà, exactement. Mais tu sais, c'est marrant parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe Allard au tout début. Jean-Philippe, quand il me dit « Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui ai dit « Écoute, Jean-Philippe, pour moi, il y a un seul truc à faire. C'est il faut pas que les gens viennent chez Universal parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils viennent chez Universal parce que le service qu'il leur est rendu leur convient. » Donc, c'est une réflexion d'indépendance, hein. C'est une réflexion de quand tu as une boîte indépendante, tu dis, il y a un moment, il faut que la personne ait envie de venir chez moi, parce qu'elle ne viendra pas sinon. Donc c'est vraiment une réflexion d'entrepreneur et d'indépendance, ce genre de réflexion. Ouais, mais j'ai été chanceux parce que Jean-Philippe, il écoutait ça. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui, dans son parcours de patron de label, dans son parcours de directeur artistique, a été finalement plein de convictions, mais et il s'est rarement trompé. Donc c'était intéressant de pouvoir avoir une discussion comme ça avec lui au moment où il me proposait le poste qu'ils m'ont proposé à l'époque. Aujourd'hui, tu partirais plus. Tu es dans un job qui te plaît, dans un poste que tu aimes, où tu as de quoi faire de belles choses. C'est rock'n'roll. Ça veut pas dire que tu es dans une planque, loin de là. Mais est-ce que tu imagines un autre endroit où tu aurais autant... Putain, c'est quand même, honnêtement, hein, moi je me mets à ta place, tu joues avec de l'or et des pierres précieuses, hein, clairement. Est-ce que tu imagines un autre endroit où tu aurais, par rapport à tes compétences, tes envies et ce que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit où tu penses qu'il y aurait mieux aujourd'hui ? En France, j'entends. Hein. En France, je pense pas. Je pense pas non plus, objectivement. Objectivement, j'ai du mal à concevoir, en tout cas. Je suis curieux de voir... je sais pas m'exprimer à leur place parce que j'ai pas à faire ça.
Et puis Sacha doit le faire, et pas moi. Mais je suis curieux de voir quelle va être la politique d'un groupe comme Media One, parce qu'il y a une puissance de feu dans cette société qui est, mais si tu veux, la problématique, et on en a parlé avec elle, c'est que tu as beaucoup de production dans un groupe. Là, toi, tu as une tête pensante, tu as une armée tu vois, qui bosse dans la même direction. Alors que les autres, tu as plein d'armées qui bossent ensemble, qui peuvent détruire la planète. Hein, mais et d'ailleurs, question qui me vient, parce que justement, par rapport à Sacha, qui ne gère pas tous les projets de toutes les sociétés, toi, pour le coup, tous les projets passent par toi. Chez Amazon, tous les projets passent par toi, forcément. Ouais. À différents stades, j'imagine, il y a parfois des choses simples ou non. Il y a parfois des choses simples, parce que comme le disait Raphaël tout à l'heure, il y a un moment sur LOL, effectivement, ok, tu vois. Et la vérité sur LOL, c'est qu'on a adopté une formule qui est vraiment que clearance, très simple, très basique, et voilà. Et il a fallu clearer la barbichette aussi. J'ai pas la ref. Parce que t'as pas vu la saison 4. T'as pas vu la saison 4. Voilà, c'est Afida Turner qui vient chanter la barbichette. Voilà. Et autant dire que ça vaut ça. C'est un moment. C'est un moment. Un grand moment. Mais effectivement, t'as pas un degré d'implication qui est le même partout. Mais à l'inverse, toute production d'Amazon Studio en France, je suis dessus. T'es dessus. Eh bien, écoute, bravo. Je serais d'avis qu'on s'arrête là-dessus. On va du coup quand même faire notre petite série de questions chiantes parce que ça me plaît bien. Oui. Les questions chiantes et débiles. Donc, est-ce que tu es plutôt film ou série ? Ah bah ouais. C'est des questions chiantes et débiles. Hein. Si tu dit sur celle-là, ça va être compliqué. Après, c'est clair. Parce que là, c'est la plus simple. Après, ce sera slip ou caleçon, sinon. Putain, c'est dur. C'est dur parce que alors, d'un point de vue... De point de vue consommateur, j'entends. Hein. Ah, merci. Attention, bien sûr. Non. Là, c'est toi dont on parle. On parle pas de est-ce que tu préfères faire ci ou ça. Qu'est-ce que tu préfères regarder ? Film ou série ? Série. Ok. Cela dit, qu'est-ce que tu préfères faire, du coup, fabriquer ? Film ou série ? Il t'avait dit qu'il pourrait pas y répondre. C'est difficile parce que c'est pas du tout. C'est un temps très long, la série. La série est un temps très long, j'imagine. C'est un temps très long. C'est une thématisation qui est différente. Un stress différent aussi. Ah ouais. Vas-y, alors que j'étais en train de fermer. Je suis d'accord. Alors là, ne réponds pas à cette question, quand même. Comédie classe ou pop star ? Pop star. Est-ce que tu es livre audio ou livre papier ? Livre papier. Est-ce que tu es plutôt TF1 ou plutôt Arte ? Le même pour que je réfléchisse. Bah oui, je suis très... Non, tu voulais réfléchir pour dire pourquoi ne serais-je pas TF1 ? C'est ça que tu disais. Ouais, exactement. Je voulais pas répondre trop automatiquement. Mais il n'y a pas de problème. Alors, celle-là est intéressante en ce moment. Est-ce que tu es plutôt fi de la série qui vient de sortir ? Est-ce que tu es plutôt Love Story ou Secret Story ? Oh, Love Story. Ouais. Ok. Pourquoi t'as pas lu celle d'avant ? Moi, je la trouve qu'elle est super, celle d'avant. Pourquoi je l'ai pas lu, celle d'avant ? Parce que je la garde pour après. Est-ce que tu es plutôt vinyle ou plateforme de streaming ? Au quotidien, je suis plateforme de streaming. Est-ce que tu es plutôt Universal ou BMG ? Je suis Universal parce que Gainsbourg, parce que Constantin, parce que Pascal. Est-ce que tu es Booba ou Magali Berda ? Booba. Squeezie ou la situation ? C'est dur, celle-là, elle est dure, celle-là. C'est dur. Ouais. Alors. Tu remercies Marc-Antoine, parce que moi, c'était censé être des questions de merde, il le rend presque intéressante. Non, je suis Squeezie parce que moi, j'estime avoir découvert des trucs au travers du documentaire sur lequel on a travaillé ensemble. Carrément. Extrêmement intéressantes et extrêmement bluffantes de la part de ce garçon. Et on connaît moins la situation, du coup. C'est ça. Oui. Voilà. Le dernier film qui t'a mis une grosse gifle ? Une grosse. Hein. E.T., je sais pas. Film ou série, le dernier truc que t'as regardé où tu t'es dit waouh, merde, ça pique. Le truc qui m'a mis, mais ça m'ennuie parce que c'était il y a un peu longtemps. C'est pas grave. Mais il y a un truc, ça m'a vraiment scotché, qui était une série, qui est The American. Ça m'a vraiment scotché. C'était une très très bonne série, effectivement. Ouais. Vraiment. Et là, la dernière question est facile, sinon tu risques de te faire virer. Donc, d'un autre côté, c'est bien, quelqu'un pourra prendre ce super job. T'es plutôt Amazon ou Netflix ? Ouais, je suis Amazon. Je suis Amazon. Non, mais pourquoi je suis Amazon ? Parce que j'y suis et je connais l'intérieur et je connais les méthodes de travail et je connais la qualité de mon poste aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas sûr que ça soit
exactement le même de l'autre côté. En tout état de cause, je sais ce que je peux faire et je suis content de pouvoir le faire. Donc, en résumé, pour finir ce podcast, t'es plutôt un homme heureux, accompli et qui professionnellement se régale. Yes, ça sans aucune hésitation. C'est quoi, on aurait juste dû dire ça, puis on allait boire des coups, quoi. Merci Eric, en tout cas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé Merci. tout ça.